Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20 pour cette édition préparée par le personnel non gréviste de cette édition. Visite au centre, dans l'actualité régionale. Ce soir, on commence par les Alpes, bien sûr. Quelques échauffourées et des incidents à Grenoble lors de la 4e journée de mobilisation contre la loi El Khomri. Environ 6000 personnes ont défilé dans les rues de la capitale des Alpes et près de 1500 à Chambéry, en Savoie. Visite du centre de l'Onera en Maurienne qui fête ses 70 ans. C'est dans ce site stratégique que sont testées les maquettes des Rafales, des Airbus et autres navettes spatiales. Un établissement public sous la tutelle du ministère de la Défense qui nous a ouvert ses portes. Et puis 2 joueurs grenoblois sous haute surveillance. Jonathan Wisniewski et Xavier Mignot pourraient intéresser l'équipe de France de rugby qui recherche des forces vives pour la tournée des Bleus en Argentine. Juste après le Journal des Alpes, vous retrouverez l'édition nationale avec à la une la question de l'encadrement des prescriptions d'arrêt de travail. Un sujet de tension en ce moment entre les médecins et l'assurance maladie. 3 jours d'arrêt pour une angine, 5 pour une grippe. La Sécu veut inciter financièrement les médecins à suivre cette grille indicative. Et puis dans beaucoup de régions, le vignoble a souffert des gelées tardives de ces derniers jours. Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures ont frôlé les moins 5 degrés. Les bourgeons n'ont pas résisté, notamment en Bourgogne. À Gevrey et Chambertin, les pertes économiques sont considérables. Dans les Alpes, donc, la journée a été marquée par les manifestations contre la loi travail. Une 4e journée de mobilisation à l'appel des syndicats. Ils étaient environ 1500 à Chambéry, en Savoie, moitié moins que lors de la manifestation du mois de mars. Pas d'incident notable. Le défilé s'est retrouvé devant la place de l'Hôtel de Ville après un long défilé dans les rues de Chambéry. À Grenoble, ils étaient 5 à 6 000 à défiler, un cortège moins imposant que le mois dernier, là aussi, mais les manifestants toujours aussi déterminés. Cédric Picot, Maxime Kemener. Retrait du projet de loi. Dans le cortège, c'est toujours le même slogan qui revient. Pour leur 4e mobilisation, les manifestants grenoblois demandent encore le retrait du projet de loi travail, une position qu'ils comptent tenir jusqu'au bout. Non, on ne va pas vers un essoufflement du mouvement. Simplement, c'est un marathon, ça va être quelque chose de long. Il y a évidemment le piège parlementaire avec l'été qui va arriver. Donc nous, on continue à travailler dans les entreprises pour expliquer aux salariés le contenu de la loi, parce qu'il y a encore besoin d'expliquer, et pour expliquer que pour peser, il y a besoin de rassembler. La grève, c'est un acte individuel qui se pratique dans un cadre collectif. Les manifestants craignent la fin des conventions collectives au profit des accords d'entreprise. Ils dénoncent une précarisation programmée des salariés du public et du privé. Le mois dernier, le gouvernement a modifié le texte controversé. Désormais, les indemnités prud'homales seraient déplafonnées, le forfait jour dans les petites entreprises annulé et le contrôle des licenciements dans les grands groupes renforcé. Mais dans le cortège, ces retouches n'ont convaincu personne. J'ai rien trouvé de bien pour les salariés. Il n'y a que du négatif. Il faut être clair, quand on lit ce projet de loi, il n'y a que de la merde. Je ne peux pas être plus clair. Voilà. Il faut falloir qu'on m'explique, qu'on me dise ce qu'il y a de mieux dans ce projet. Les manifestants se sont dispersés en début d'après-midi, mais ils devraient se retrouver dès dimanche pour une nouvelle marche contre la loi travail. Le texte doit être présenté à l'Assemblée nationale à partir du 3 mai. Et en milieu de journée, quelques centaines de personnes ont quitté le cortège officiel. Elles ont parcouru les rues de la ville, occasionnant des face-à-face tendus avec la police. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour calmer les esprits les plus chauds. Quelques dégâts à déplorer et 4 personnes ont été placées en garde à vue. Un accident mortel en montagne. Un Isérois de 72 ans s'est tué alors qu'il randonnait avec un ami au-dessus de Saint-Gervais, en Haute-Savoie, sur le sentier du Belvédère du Rivet. Il a fait une chute de 70 mètres. Les précisions sur ce drame sur notre site alpes.france3.fr. En février dernier, l'ancien centre hospitalier de Chambéry avait organisé un vide hôpital qui a permis à ses salariés de récupérer du mobilier ou du matériel médical. Mais désormais, ce sont des associations humanitaires qui bénéficient de ces dons. Un geste solidaire qui concerne plusieurs tonnes de matériel. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. Des lits, des matelas ou encore du mobilier. Ce matériel était utilisé dans l'ancien hôpital de Chambéry. Il est encore en bon état et la direction de l'établissement a donc décidé d'en faire profiter à des associations humanitaires en Europe et en Afrique.
aujourd'hui ce container part pour le Niger. On a du matériel qui est parti en Ukraine, qui est dans une zone de guerre actuellement, qui a beaucoup de besoins. On a des lits qui sont partis en Roumanie, d'autres qui vont aller au Sénégal. Voilà, c'est partout où le besoin s'en fait sentir, et Dieu sait qu'il s'en fait sentir à beaucoup d'endroits. Et si on peut faire profiter des hôpitaux, des établissements de santé qui n'ont pas les moyens que nous avons la chance d'avoir en France, eh bien on le fait volontiers. Depuis fin mars, près de 300 lits, fauteuils ou tables de chevet ont déjà été distribués à des associations. En partenariat avec le Lions Club de Savoie, la collecte d'aujourd'hui représente 90 mètres cubes de matériel qui seront acheminés vers l'un des 2 hôpitaux de Niamey, au Niger. Comme tous les équipements publics et privés d'ailleurs du Niger, les besoins sont immenses, ils ont besoin de tout. Du matériel hôtelier comme celui qu'on envoie, au matériel le plus technique, avec des négatoscopes, avec des tables d'opération, avec tout, quoi. Il manque cruellement de tout. Ah ben il était hors de question que ça parte à la décharge. De toute façon, on savait que ça ferait les heureux. Bon là, en l'occurrence, ça part au Niger. Mais moi, je vois avec mon club, l'année dernière, nous avons acheté des tables d'accouchement pour des femmes en Afrique. Enfin, il était hors de question que ça parte à la poubelle, quoi. Ça, c'est sûr. Le matériel récolté sera acheminé par camion jusqu'à Fos-sur-Mer, puis par bateau jusqu'au Niger. Il devrait être à l'hôpital de Niamey début juillet et équipera le service de pédiatrie que vient de créer l'établissement. Direction la Maurienne, au centre stratégique de l'ONERA, où les Rafales, Airbus et autres aéronefs sont testés sous forme de maquettes. Ce site savoyard est un banc d'essai hors du commun, avec ses souffleries parmi les plus performantes au monde. Xavier Schmitt, Franck Serroni. Visite dans le ventre du monstre. C'est la plus grande soufflerie aéronautique du monde. Unique par ses dimensions, 15 mètres de diamètre sur une boucle de 400 mètres. Unique aussi par la force de l'air qui est propulsée, 1200 km/h. On a 2 ventilateurs qui tournent en sens inverse et qui propulsent l'air dans la soufflerie. Donc en fait, on a 10 tonnes d'air par seconde qui sont mis en mouvement dans cette soufflerie jusqu'à atteindre la vitesse du son. C'est l'un des 8 centres de l'ONERA, l'Office national d'études et de recherches aéronautiques. Un lieu insolite comme son histoire. Il est construit en 1948 à partir d'un butin de guerre, une soufflerie prise aux nazis. De la Caravelle au fusil Ariane, tous les grands aéronefs d'après-guerre ont été testés ici sur des maquettes. 5 autres souffleries ont été ajoutées pour expérimenter et innover. Depuis, on va dire, le Boeing 707, tous les appareils se ressemblent plus ou moins. Et donc l'ONERA imagine par exemple des appareils où les moteurs seraient placés à des endroits différents, voire des moteurs qui seraient quasiment cachés à la vue des passagers. Les simulations mesurent les contraintes de l'air sur les avions. Les maquettes truffées de capteurs permettent de peaufiner l'aérodynamisme avant et après le premier vol. Indispensable pour les constructeurs civils et militaires. Ici, le largage du missile d'un Rafale pour étudier sa trajectoire. Si par exemple Dassault venait à vendre à l'export un Rafale avec des armements spécifiques, il faudrait repasser par la soufflerie pour essayer, au préalable à tout essai en vol, de voir si la séparation s'effectue dans de bonnes conditions. Mais une menace plane sur la grande soufflerie. Le sous-sol n'est plus stable. Le bâtiment s'est enfoncé de 7 cm. Un plan de sauvetage est lancé. Le ministre de la Défense a confirmé le déblocage des 20 millions d'euros. Les travaux ont commencé. Ces 20 millions d'euros s'inscrivent dans un plan global de sauvegarde des souffleries de l'ONERA qui sont essentielles et stratégiques pour le développement de la défense et de la souveraineté nationale. La simulation numérique ne remplace pas l'expérimentation. Les essais en soufflerie ouvrent même sur l'avion du futur, moins bruyant, moins polluant et encore plus rapide. Et à propos de vitesse, elle sera bientôt limitée à 90 km/h au lieu de 110 sur la 7 à hauteur de Valence. Cette mesure entrera en vigueur le 15 juin pour une durée test d'1 an. Son objectif, limiter la pollution aux particules nocives. C'est notre reportage Grande Région. La mesure annoncée par le préfet de la Drôme concerne la portion d'autoroute située entre Valence Nord et Valence Sud sur une distance de 6 km, là où les voies effleurent le centre-ville. 70 000 véhicules transitent ici chaque jour. Dans ce secteur, selon une étude de l'Institut de veille sanitaire, le niveau de pollution aux particules atteint le double de ce qui est normalement toléré.
C'est sur ce constat que Nicolas d'Aragon, le maire de la ville, a demandé il y a quelques mois l'abaissement de la vitesse tout au long de l'année, partant de l'idée aussi que la perte de temps ne sera que de quelques dizaines de secondes. Toute baisse de la pollution a un effet immédiat sur la santé de mes concitoyens. Moi, ce que je veux, c'est défendre la santé de mes concitoyens. Et je dois dire que les gens qui râlent parce qu'ils vont mettre 46 secondes de plus, je crois qu'ils devraient se soucier un peu de la santé de leurs amis, de leurs parents, de leurs enfants qui vivent à Valence. Mon seul souci, c'est celui-là. Les frais occasionnés par la réduction de la vitesse et par l'étude menée en parallèle seront pris en charge par l'État et l'agglomération. Le changement de signalisation sera assuré par Vinci. Dans un premier temps, la mesure sera effective pendant 1 an à partir du 15 juin prochain, le temps de mesurer la baisse ou non de la pollution. Les niveaux seront étudiés par Air Rhône-Alpes. On mènera également un travail de modélisation, c'est-à-dire que l'on va estimer les émissions, regarder quel est l'impact sur le trafic, et ça c'est un travail qui sera mené par les services de l'État, de voir quelle est l'évolution réelle du trafic et de sa vitesse, et ensuite nous pourrons modéliser quel est l'impact sur la qualité de l'air et ainsi vérifier les mesures qui sont faites également en bord d'autoroute. Si une baisse de la pollution, même minime, est constatée, la réduction de vitesse sera entérinée définitivement. L'abaissement concernera aussi la partie la plus urbanisée de la LACRA, la voie rapide qui contourne Valence. Et nous ouvrons maintenant le 4e et dernier volet de notre série sur les tendances vélo, avec ce soir les vélos à assistance électrique qui prennent de plus en plus de place sur les routes et les pistes cyclables. Direction Annecy. Le vélo, c'est partout, tout le temps, par tous les temps. Certains vont même jusqu'à remplacer leur voiture par un vélo à assistance électrique. C'est le cas de Julie. Cette mère de famille, infirmière libérale sur Annecy, ne se déplace plus qu'avec son biporteur. C'est parti. 25 km/h maximum, une autonomie de 100 km. Pour Julie, ce mode de déplacement est idéal. Je reste pas longtemps au même endroit, donc j'arrive, je me gare, tac, on descend, on est devant, on revient, hop, on repart. Je trouve ça hyper pratique. Ça va changer la vie en fait. Et pour Ewan, 6 ans, même sous la pluie, le vélo avec maman, c'est plus agréable que la voiture. Parce que là, on peut pas en mettre 4. Cette mère de famille, infirmière libérale, se déplace en biporteur à assistance électrique depuis 2 mois. Un mode de transport qui remplace sa voiture au quotidien. J'en avais vraiment marre de la voiture, de me garer, de chercher une place. J'avais l'impression de perdre mon temps sans arrêt. Et voilà, donc l'objectif principal, c'était ça. Et puis voilà, je voulais charger les enfants, hop, que ça prenne 2 minutes. Je suis toujours speed, donc j'avais vraiment ce gain de temps en fait, que je perdais sans arrêt avec la voiture. J'ai un bruit dans la roue comme un frottement. D'accord. Voilà, je vais juste regarder. Et puis peut-être un peu la direction parce que le premier jour, je me suis fait un poteau. Ok. Ah, tu t'es pris un poteau Ouais, au premier jour, ouais. D'accord. Ici, on vend des VAE, vélos à assistance électrique. Pour tout âge et toutes sortes de pratiques. C'est vraiment loisir pour certaines personnes qui vont vouloir faire du sport avec monsieur ou madame, par exemple, pour pouvoir faire des cols facilement. Et puis après, on a la clientèle vélo-taf, donc des gens qui vont vouloir remplacer la voiture au quotidien et donc du coup aller au travail en vélo électrique. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et puis c'est agréable surtout aussi. La vente de vélos à assistance électrique connaît dans ce magasin une progression de 20% chaque année, pour un budget moyen de 1 900 €, un prix constant, mais une performance technique toujours plus poussée entre le poids et l'autonomie des batteries, jusqu'à 100 km. Pour Julie et son biporteur, la maîtrise a pris un peu de temps, 2,35 m de long. C'est difficile de manipuler un biporteur? Non, alors premier jour un peu galère, je me suis pris un poteau et un arbuste, mais c'est un coup à prendre, en fait c'est la longueur surtout. Il est long devant et c'est ça qu'on n'a pas l'habitude. Et du coup c'est hyper convivial, tout le monde te parle, tu arrives à l'école, les mamans elles viennent te voir, les gamins ils montent dedans, c'est génial quoi. Pour rien au monde je reprendrais ma voiture. Hein. Vélo urbain, trekking ou sportif, depuis 3 ans, il y a autant de choix de vélos à assistance électrique que de classiques. Et on salue maintenant un nouveau venu dans le paysage médiatique de la Haute-Savoie. Léman TV, une web télé sans prétention, créée par un jeune Évianais de 13 ans qui tourne lui-même ses reportages.
À seulement 13 ans, Arthur est le fondateur de Léman Productions. Et son temps libre, il le passe derrière la caméra. Oh, et puis, je n'ai pas de carte mémoire dans celui-là. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Tina, souris. Bonjour à toutes et à tous. La petite sœur comme présentatrice, le papa au prompteur, toute la famille se prête au jeu. Au programme ce jour-là, pour notre journaliste en herbe, un reportage sur Évian, ses monuments et son histoire. Alors j'ai prévu toute une liste, donc tous les monuments que je fais. Après, l'histoire de chaque monument, l'architecte de chaque monument, l'architecture de chaque monument. Mon frère me prépare des textes et je dois les lire pour ses reportages. Au début, quand on faisait de la radio, il m'avait proposé de l'aider. Il m'a dit qu'il avait changé, qu'il voulait faire de la télé et du coup, j'ai dit que je pouvais l'aider. Terminer la radio, sa première passion. En 3 mois, Arthur a créé un site web sur Évian et sa région. Déjà plusieurs reportages en ligne, le résultat de longues heures de travail en autodidacte. J'aimais bien déjà prendre des photos, des vidéos et puis je me suis lancée là-dedans pour voir. Et puis d'un coup, c'est venu, j'adore. À la base, je faisais des petits films avec des amis et puis j'ai appris comme ça en montant ces films. Tina, c'est là où tu vas parler. À l'été 2006. C'est sa passion, donc c'est comme s'il allait faire du sport en fait. Hein. Lui, il prend ses appareils photo, il va se promener, il vient avec nous et voilà, il fait des montages. Après voilà, c'est pas mon milieu, donc je connais rien. Et après voilà, on a juste c'est lui qui nous apprend plutôt que moi qui lui donne des conseils. Et notre apprenti vidéaste n'hésite pas à mettre sa grand-mère à contribution avec cette recette de cuisine en vidéo. Déjà 1 millier de clics sur internet et pour Arthur, l'envie de continuer. Rugby, ce matin au stade Lesdiguières de Grenoble, une partie du staff de l'équipe de France est venue superviser l'entraînement. Certains joueurs du FCG pourraient intéresser le groupe France pour la tournée en Argentine du mois de juin. Des visiteurs pas comme les autres au FCG. Jean-Frédéric Dubois, entraîneur des lignes arrières du 15 de France, et Yannick Bru, adjoint de Guinoves. Une visite de courtoisie, pas seulement. Dans l'optique de la tournée de juin, il y a quelques potentiels ici à Grenoble qui seront peut-être évalués par le 15 de France. Donc c'était intéressant d'avoir le point de vue de Fabrice, de son staff et de les voir évoluer ici en situation. Dans le viseur des Bleus, il y a Jonathan Winiewski, meilleur marqueur du top 14 la saison dernière, capable de renverser un match à lui tout seul. Le demi d'ouverture rêve de porter le maillot tricolore. Ce serait exceptionnel, bien sûr, ça reste un rêve de gosse. Porter ce maillot bleu, ce serait quelque chose que j'ai toujours rêvé, que j'ai souvent touché de très très proche, mais malheureusement, j'ai jamais pu le revêtir. Donc bien sûr, ce serait un rêve de gamin. Maintenant, après, voilà, la décision ne m'appartient pas. Moi, j'essaie d'être le meilleur possible sur le terrain. Je m'entraîne très dur et puis, si on pense à moi qu'on me donne ma chance, j'en serai le plus heureux. Je pense que potentiellement, par rapport au poste aujourd'hui, je pense qu'il a montré suffisamment de régularité, notamment par rapport à ses derniers matchs. Je pense que Jonathan Winiewski, oui, a en tout cas le bon profil pour partir sur une tournée en Argentine. Formé à Bourgoin, Xavier Mignot devrait lui aussi être sélectionné. Vif, rapide, technique, le 3/4 plaît au staff tricolore pour sa polyvalence. Il peut jouer au centre ou à l'aile. Il a du potentiel, il a encore, je pense, une marge de progression, mais je pense qu'il aura peut-être un jour la chance de pouvoir étaler ses talents. En tant que jeune Français, c'est un rêve, quoi. Tout le monde, je pense que tout le monde a pour objectif, a pour rêve d'un jour jouer pour l'équipe de France. Donc voilà, pourquoi pas, mais je me laisse pas perturber par ça. Je reste focalisé sur la performance en club. Au mois de juin, en Argentine, les joueurs du FCG vont peut-être hisser les Bleus vers les sommets. Retour en Haute-Savoie, à Archamps, où l'on rendait hommage cette semaine au roi de la cuisine, Auguste Escoffier. L'ouvrage majeur de ce maître de l'art culinaire figure dans tous les grands restaurants et les règles qu'il a édictées au début du siècle dernier sont toujours de vigueur. Ses disciples se chargent de les transmettre. À l'heure du déjeuner, la cuisine s'active. Sous l'œil du chef, on découpe du homard. Et puis dans un coin trône cet ouvrage indispensable à tout cuisinier qui se respecte. C'est le dictionnaire, le guide culinaire qu'on appelle.
toutes les bases de la sauce, toutes les bases des sauces, toutes les préparations, comment faire une pâte brisée, une purée, un habillage de poisson, de viande. Tout est expliqué dans ce livre. Auguste Escoffier, le roi des cuisiniers, le premier à avoir codifié la cuisine française au début du XXe siècle. Et c'est une grande famille qui transmet son héritage. On les appelle les disciples d'Escoffier. Un rituel à la cuillère en bois. Grands chefs, cavistes ou apprentis sont aujourd'hui intronisés. Et tous font le serment d'honorer et de transmettre les valeurs gastronomiques. C'est le cuisinier le plus illustre dans notre métier, donc qui a porté les valeurs. Et quand on porte des valeurs et qui perdurent depuis plus de 100 ans, je pense que c'est un bon chemin. Ouais, c'est une belle famille, très belle famille. Là, c'est le premier à s'être vraiment inquiété du sort des cuisiniers. Voilà, pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, pour qu'ils soient heureux de venir au travail. Voilà. Donc c'est vraiment pour les cuisiniers quelqu'un qui a une âme, qui a une référence. Et puis indépendamment de ça, quand vous lisez ses écrits culinaires, vous vous rendez compte que même nous, quand on a besoin de modernité, on va feuilleter le guide culinaire. Et puis en cuisine, Auguste Escoffier est l'inventeur du concept de brigade, une hiérarchie très stricte et efficace qu'on retrouve aujourd'hui dans n'importe quel restaurant pour le plaisir des yeux, comme des papilles. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est très souriante, qui se réjouit d'envoyer ce menu à des grandes personnalités, à des grands noms de la restauration. C'est que du plaisir, on les voit tous œuvrer avec joie et passion. La transmission du savoir est là. Et de l'art culinaire à l'art tout court, connaissez-vous Hors du cadre? Eh bien, c'est le nom d'un projet initié par un collectif de photographes baptisé Trait d'Union. Son objectif est ambitieux, mettre en œuvre une démocratie participative photographique où chaque personne apporte sa pierre à l'édification d'une œuvre collective. Denis Duguet, Jean-Pierre Rivet. Voilà, on est un collectif de photographes et on fait de la photo de quartier humaniste et on prend des gens comme vous dans la rue. Ils s'appellent Fred, Alain, Christian, Michel et Rémi. Ils partagent des valeurs humanistes et une même passion, la photo. C'est donc naturellement qu'est née l'idée de ce projet, relier au-delà de leurs différences à l'aide de la photographie les habitants de l'agglomération grenobloise. Ici, on a un exemple d'une personne qui est dans son quartier, qui tient une photo qui représente une autre personne et ainsi de suite. Et pour chaque personne, on a une histoire comme cette dame qui a 78 ans et qui a participé aux Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Le projet porte sur 8 photos de 2 mètres par 1,40 m, la dernière contenant les 7 précédentes. Une chaîne tant humaine que photographique qui incite à la réflexion. Quelle est la place du photographe dans un groupe et celle de l'individu dans la société? Ou encore comment faire de la photographie une pratique sociale, constructive, participative et non intrusive? Il y a un repli sur soi, il y a une peur de l'autre, il y a effectivement donc un éclatement des territoires urbains pouvant aller jusqu'à la ghettoisation. Donc aujourd'hui, voilà un peu le constat qui nous a amené donc à concevoir ce projet. Un sourire, une pause et tout de suite le développement chez un professionnel ami. Car sans la photo, pas de photo. Explication. Parce que cette photo va servir donc pour la suivante, c'est-à-dire que la prochaine personne que l'on va photographier va le faire avec cette photo-là entre ses mains. Pour voir le jour, le projet Hors du cadre doit réunir un budget de 12 000 €, dont 5 000 de financement participatif, grâce notamment à la plateforme Cocorico qui compte déjà 62 soutiens. Si tout va bien, l'exposition pourrait être visible dans les mois qui viennent. À suivre, les prévisions météo, puis l'édition nationale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.